En passant de la rue au stade, Diego Maradona s'est affiché comme un véritable révolutionnaire. Alors que le football académique privilégie la règle au jeu, le mythique joueur argentin a inversé ce rapport à la règle et enrichi la culture des stades par les pratiques du football de rue. Diego Maradona est, avant d'être un footballeur des stades, un footballeur des rues. Sa disparition met en deuil la communauté joueuse qui se reconnaît dans cette forme de jeu. Elle voit dans sa manière de jouer, l'expression la plus achevée de celle qui se déroule hors des terrains de football. Sur le stade, l'objet convoité est la cible. Dans la rue, c'est l'élimination avec élégance d'un adversaire. Lorsqu'un joueur sort d'un duel en offrant aux autres le spectacle d'un geste qui paraissait jusque-là invraisemblable, il est élevé au rang de joueur reconnu. Un surnom lui est attribué. Il est consacré. Il arrive souvent que le surnom de Maradona lui soit attribué. L'élève rejoint alors le maître. Les puristes d'un football académique perçoivent le duel comme une prise de risque inconsidérée ou une perte de temps inutile. Maradona en a fait, malgré les représentations dominantes, un moment de vérité. Ses réponses fulgurantes et efficaces face aux obstacles dressés devant lui ont placé ce face-à-face au centre du jeu. Certains pensent que la passe unie et le dribble isolé, Maradona a montré à tous que le dribble uni est fait de la passe un simple substitut tactique. Il a prouvé que le joueur des rues, instinctif, bricoleur, friand de réponses techniques divergentes, pouvait être le pendant d'un joueur réfléchi, ingénieux, aux solutions techniques orthodoxes. Dans la rue, contrairement au stade, la règle ne gouverne pas le jeu. Le jeu c'est la règle. Tout est fait pour que le déroulement du jeu ne soit pas interrompu par un écart au cadre fixé entre joueurs. Cet équilibre précaire repose sur le respect de la parole donnée et non sur le regard d'un arbitre assermenté. Maradona incarnait totalement cette inversion du rapport à la règle. Seul le jeu faisait à ses yeux autorité. La règle arbitrée, il en jouait. La main qui lui a permis de mettre un but contre les Anglais en quart de finale de la Coupe du monde de football le 22 juin 1986, illustre ce principe. En attribuant à Dieu la responsabilité de son acte, il a réduit à néant le pouvoir de jugement des hommes. Seul celui de ses pairs comptait. Travaillant sur la religion des classes populaires de l'Argentine et du Brésil, l'anthropologue argentin Pablo Seman a qualifié leur culture de « cosmologique, holistique et relationnelle ». C'est-à-dire que les hommes n'y sont pas si nettement séparés des dieux qu'on le voudrait. Il y a Maradona et Eva Perón, comme il y a eu jadis ailleurs Jeanne d'Arc et Mère Teresa. De même que, entre réel et surnaturel, la politique, la religion et la culture ne se trouvent pas si nettement séparées les unes des autres. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui rend difficile à comprendre le football latino-américain en Europe. Outre-Atlantique, le ballon rond n'est pas un sport déraciné de la politique, de la culture et de la religion. Il n'y a pas un Argentin qui ne sache que le pape François est péroniste et un chat, supporter de San Lorenzo, le club du quartier d'Almagro à Buenos Aires. Ces informations sont d'une importance capitale en Argentine, où l'on ne supporte pas une équipe, on appartient à elle. Être de Boca ou de River revêt d'importantes connotations sociales et politiques. En outre, les individus n'ont pas complètement le choix du maillot pour lequel ils pleureront. On est souvent affilié à un club par son père ou son oncle et l'on ne peut en changer au cours de sa vie. La mobilité sociale est impossible dans le foot. Jusqu'à sa mort, Maradona a été « Bostro », bouseux, surnom donné aux supporters de Boca Juniors, et ce indépendamment des équipes dont il a porté le maillot. Boca est une identité, les autres des contrats. En Amérique latine, le football est une culture de deux manières. D'une part, parce que le jeu permet de symboliser la vie,
notamment politiques, et d'en offrir de multiples métaphores. Avoir le sens de la stratégie, par exemple, séparar la pelota y levantar la cabeza, arrêter la balle et lever le regard. D'autre part, parce que, dans le jeu, les arts trouvent de la poésie et de la sublimation. Écrivains, photographes, cinéastes, peintres, musiciens et danseurs prennent le football comme objet artistique, et Maradona lui-même a été un artiste ou un magicien sublime. Champion du monde de football avec l'équipe d'Argentine en 1986, joueur à Barcelone puis à Naples, l'ancien numéro 10, aussi détesté qu'adulé, un temps le protégé de la mafia et cocaïnomane incurable, est mort mercredi à l'âge de 60 ans. L'ombre vacillante d'un ancien champion de football pénètre dans le stade Juan Carlos Rio de la Plata, au sud-est de Buenos Aires ce vendredi 30 octobre 2020. Emmailloté dans un survêtement noir, le visage à moitié caché par un masque de la même couleur, Diego Maradona est venu assister au premier match, depuis 7 mois, de l'équipe professionnelle dont il est l'entraîneur, le Gimnasia La Plata. C'est aussi le jour de son anniversaire. Dans un stade vide de supporters, Covid-19 oblige, mais où figurent des banderoles à sa gloire, une brève cérémonie, avec remise de trophées et embrassades, l'attend. Maradona a 60 ans, mais son corps en paraît 15 ou 20 de plus. Deux Cerbères l'aident à marcher ou à lever le bras, avant d'aller l'asseoir sur un fauteuil en forme de trône, sur lequel il ne restera pas longtemps sitôt donné le coup d'envoi. La dernière apparition publique de l'ancien numéro 10 ne laissait augurer rien de bon. Hospitalisé 3 jours plus tard afin d'être opéré d'un hématome sous-dural, Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque, a annoncé mercredi 25 novembre son porte-parole. La mort d'un champion est toujours un événement triste. Celle du « pipe de oro », le gosse en or, comme l'Argentine continuait de l'appeler, réveillera de profonds antagonismes chez les amateurs de ballon rond. Peu de sportifs auront, comme lui, alimenté avec autant de zèle les deux foyers contraires du supporterisme que sont l'adulation et la détestation. L'auteur de la « main de Dieu », le protégé de la mafia napolitaine, l'ami de Fidel Castro et d'Hugo Chavez, le cocaïnomane incurable ne fut pas un enfant de cœur ni un modèle de vertu, loin de là. Il restera néanmoins comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Un génie du ballon à l'inspiration insolente. Ses origines pauvres ont contribué à façonner le mythe Maradona dans l'imaginaire populaire argentin, surtout parmi les plus démunis. Malgré ses frasques et sa déchéance, ses fans l'ont aimé jusqu'au bout d'un amour viscéral, inconditionnel et éternel. Icône internationale, il a inspiré le cinéaste Emir Kusturica, avec le documentaire Maradona, sorti en 2008, le chanteur altermondialiste Manu Chao, qui lui a dédié la chanson Santa Maradona, en 1994, la romancière Alicia Dujo-Vortiz, Maradona c'est moi, la découverte, 1993, ou de nombreux groupes de rock argentins, comme Los Piojos, Les Poux, dont l'un des tubes assure que, si Diego, demain joue au ciel, ils mourront seulement pour pouvoir le voir jouer. Son histoire est de celle, finalement assez classique, qui mène de la gloire à la déchéance, du génial au sordide. Elle commence dans un bidonville des faubourgs de Buenos Aires, où il voit le jour le 30 octobre 1960. Dans son autobiographie, Moi, Diego, Kalman Levy, 2001, le joueur raconte avec émotion cette enfance sans le sou. Je garde un souvenir heureux de mon enfance, bien que si je devais définir d'un seul mot Villa Fiorito, le quartier où je suis né et où j'ai grandi, je choisirais le mot lutte. À Villa Fiorito, quand il y avait à manger, on mangeait, il n'y a ni eau courante ni électricité dans l'humble baraque de 3 pièces où Diego partage une chambre de quelques mètres carrés avec ses 7 frères et sœurs. Son père, Don Diego, a émigré de sa province natale de Corrientes pour chercher du travail dans la capitale.
Il est ouvrier dans une usine où l'on triture des os pour l'industrie chimique. Quand sa mère, Donna Tota, l'envoie faire des courses, Diego a toujours au pied quelque chose ressemblant à un ballon, une orange, des boules de papier ou de chiffon. Aujourd'hui, le bidonville a peu changé mais quelques pâtés de maison portent le nom de Diego Armando Maradona. Dans les rues en terre battue, les chiens squelettiques cherchent toujours de quoi manger, les enfants pieds nus jouent encore au football sinon, on ne mange pas. À 3 ans, Diego reçoit en cadeau son premier ballon de cuir. Jouer au football me donnait une paix unique, relate-t-il. Il joue avec ses copains sur un terrain vague, entre les boîtes de conserve rouillées et les tessons de bouteilles. Des troncs d'arbres servent de but. Ses boucles brunes lui valent un premier surnom, il en aura bien d'autres, Pelusa, Peluche. Comme tous les gamins argentins, il rêve de devenir Diego intègre d'abord Estrella Roja, l'Étoile Rouge, une équipe de quartier formée par son père. En 1969, il est repéré par un entraîneur d'Argentino Junior, un club professionnel qui dispose d'une équipe de moins de 14 ans, les Cebolita, Petits Oignons. Il est si maigre et si petit qu'on le prend parfois pour un nain. Mais très vite, l'enfant de Villa Fiorito apparaît à la télévision. Ses dribbles et ses passes émerveillent. La presse annonce l'apparition d'un crack. Les fans paient l'entrée du stade seulement pour le voir jouer. À l'âge des contes de fées, Diego Maradona écoute les ovations, titre un quotidien. J'ai dû mûrir trop vite, confessera par la suite le milieu de terrain. Pour être plus près du stade, sa famille déménage dans la capitale, dans le quartier de Villa del Parque. C'est là, à peine sorti de l'enfance, qu'il fait la connaissance de sa future épouse, Claudia Villafane. Ils ne se marieront qu'en 1989 en grande pompe après la naissance de leurs 2 filles. L'ange Maradona, déjà frisé et joufflu, n'a pas encore 16 ans, le 20 octobre 1976, quand il dispute son premier match professionnel sous les couleurs d'Argentino Junior. 3 mois plus tard, il est sélectionné dans l'équipe nationale contre la Hongrie. Les recruteurs étrangers s'intéressent à lui, les publicitaires aussi. Il devient bientôt le visage des marques Puma, Coca-Cola et Agfa. Pour beaucoup, il incarne l'avenir du football mondial. À 18 ans, le prodige connaît aussi ce qu'il vit comme la pire injustice de sa carrière. Le sélectionneur César Luis Menotti le juge en effet trop tendre pour participer au mondial de 1978, organisé par l'Argentine du dictateur Jorge Videla. Je n'ai jamais pardonné à Menotti, et je ne lui pardonnerai jamais, confiera Maradona. Cette mise à l'écart est d'autant plus mal vécue que l'Argentine décroche le premier titre mondial de son histoire. La décision de Menotti donne au très patriote Maradona un éternel goût de revanche, elle le gonfle d'une énergie qui l'orientera vers le meilleur ou vers le pire. Il commence par prendre sa revanche, en 1979, à Tokyo, où l'équipe junior d'Argentine est sacrée championne du monde. La même année, contre l'Écosse, à Glasgow, il marque son premier but sous le maillot, cette fois, de la grande sélection argentine. Jamais il ne prendra autant de plaisir que sous les couleurs bleu ciel et blanc de l'équipe nationale, 91 sélections, 34 buts. En club aussi, sa situation évolue. En 1981, la formation la plus prestigieuse de Buenos Aires, River Plate, lui propose de quitter Argentino Junior. Mais il opte finalement pour une autre équipe de la capitale, Boca Juniors, éternel rival de River Plate. Le gamin des faubourgs roule désormais en Mercedes. Après être devenu une idole à Boca Juniors, il est transféré dès 1982 au FC Barcelone. Montant de la transaction, 7 millions de dollars, une somme énorme pour l'époque. L'AS, l'expérience catalane,
bien que marqué par quelques exploits, ne connaîtra pas le succès attendu. Atteint d'une hépatite, victime de nombreuses blessures, Maradona entretient des relations orageuses avec son premier entraîneur en Catalogne, l'Allemand Udo Lattek. Il lui faudra attendre 1984 et son transfert à Naples pour connaître la consécration en Europe. De l'autre côté de la Méditerranée, l'enfant terrible du football va prendre toute sa mesure. Sa démesure, plutôt. Quand il atterrit en hélicoptère sur la pelouse du stade San Paolo, le 5 juillet 1984, les 60 000 supporters du SSC Napoli sont loin d'imaginer quelle histoire d'amour et de passion est en train de se nouer entre ce footballeur de poche, 1,66 m, 70 kg, et leur ville. L'Argentin a beau revendiquer une grand-mère napolitaine, il n'est qu'un de ces mercenaires du ballon prêts à changer d'horizon à la moindre sollicitation financière. Naples se demande déjà comment le club, dont les caisses sonnent souvent creux, a pu s'attacher les services de ce virtuose de 23 ans et le convaincre qu'il a un avenir dans cette formation sans palmarès. Au pied du Vésuve, le bruit court déjà que la Camorra a prêté son concours pour rassembler les 65 millions de francs de l'époque, et que Dieguito ne fera qu'une escale en Campanie, pour s'envoler très vite après retour sur investissement. Comment pouvaient-ils se douter, les gamins du quartier espagnol, que le meilleur joueur du monde avec Michel Platini, alors à la Juventus Turin resterait 7 ans chez eux? Qu'il ferait du maillot bleu ciel de ce club modeste un étendard partagé par plus de 6 millions de supporters dans le monde? Que ces années-là, 1984-1991, seraient celles d'une apothéose partagée, les plus belles pour Naples comme pour son gosse en or. Jamais un club du Sud n'avait encore gagné le championnat d'Italie. Maradona, au sommet de son art, offre le fameux Scudetto, titre de champion, au petit peuple napolitain lors de sa 3e saison, en 1987. La ville est à jamais consolée de ses malheurs récents, le choléra de 1972 ou le tremblement de terre de 1980. Si San Gennaro, le saint protecteur de la ville, n'y suffit plus, elle se mettra volontiers sous la protection de son dieu Diego. Le cratère de San Paolo et ses 70 000 spectateurs incandescents sont devenus un volcan. Plus il y aura un autre titre national, en 1990, et un trophée européen, Coupe de l'UEFA en 1989. Mais le palmarès ne dit pas tout. Maradona a apporté aux plus humbles ce qui leur faisait le plus défaut, la fierté. Peu importe qu'il gagne des millions, qu'il roule en Ferrari, qu'il habite le quartier chic de Posillipo, à des années-lumière des ruelles miteuses de Portella et de ses bassis, appartements en sous-sol où s'entassent des familles nombreuses. L'Argentin s'est fait le porte-parole de cette Italie méridionale méprisée au nord de Rome, surtout dans les stades de football. Napolitain, bienvenue en Italie, vive les champions d'Afrique, ou encore, Hitler, tu as oublié les Napolitains, pouvait-on lire sur les banderoles racistes lorsque le Napoli se déplaçait à Milan. Pressionnant que le Vésuve pour la liaison fusionnelle entre Naples et Maradona a duré longtemps. La ville lui pardonnera ses excès. On sourit quand il affrète un vol charter pour acheminer ses amis italiens à Buenos Aires, en novembre 1989, pour son mariage. On sourit moins quand la fille d'un coiffeur du quartier de Fuorigrotta dit attendre un petit Diego Armando Junior de lui, et qu'il refuse de se soumettre à un test de paternité. Mais Naples pardonne. Son idole a un caractère impossible, un comportement condamnable, des fréquentations douteuses. Tant pis. Sur le terrain, il est le meilleur. On prête à un supporter sous le charme cette boutade inventée ou véridique, qui sait. Si c'est un rêve, ne me réveillez pas. Les équipes visiteuses. Toute l'Argentine rêve aussi à chacune des 4 coupes du monde disputées par l'artiste.
Entre Maradona et le mondial, c'est une histoire d'amour, de foule et de larmes, de liesse et de désillusion. Organisée en Espagne, l'édition 1982 le voit jouer sur la pelouse du Camp Nou, le stade du FC Barcelone, et marqué contre la Belgique, mais l'Argentine, tenante du titre, doit malgré tout s'incliner et plier bagages prématurément. Maradona en rage, il quitte l'Espagne avec une réputation de mauvais garçon. Ange au démon. Génie ou tricheur? Tricheur, pour sûr. Coupe du Monde, 1986, au Mexique cette fois. Argentine-Angleterre, une affiche hautement symbolique pour les quarts de finale. 4 ans plus tôt, la guerre des Malwines a opposé les deux pays. Au stade Azteca de Mexico, il règne un air de revanche. Tout un peuple attend une victoire argentine sur l'impérialisme britannique et mise évidemment sur Maradona pour y parvenir. Après une première mi-temps sans éclat, à la réception d'un centre aérien, l'idole devance la sortie du gardien anglais Peter Shilton et loge le ballon de la main dans les filets adverses. Les joueurs de Sa Majesté s'égosillent. Ali Benasser, l'arbitre tunisien, n'a pas vu la faute et valide le but. Les ralentis télévisés, les photographies, décortiquées, feront la preuve de l'imposture. C'est la main de Dieu, expliquera le joueur, mais la partie n'est pas terminée. Le plus beau reste à venir. Comme un retour en grâce, après un purgatoire de 5 minutes. Maradona, survolté, reçoit le ballon dans sa moitié de terrain, à 5 mètres de la ligne médiane. Il pivote, démarre en trombe, slalom entre Peter Reid et Peter Beardsley, donne un coup de rein pour crocheter Terry Butcher, puis Terry Van Wyck, déséquilibre Butcher qui tente en vain de le tacler, et trompe une seconde fois Peter Shilton d'un tir, au premier poteau, de son pied gauche magique. Un chef-d'œuvre de but. Un régal de 11 secondes. Le stade chante « Maradona ». Maradona. Lui répondit « Argentina ». Argentina. En conférence de presse, le phénomène se traduira d'une autre réflexion qui façonnera sa légende, c'est un beau but, mais ce n'est pas une merveille. Raquel Welch est une merveille, mais pas un but. Les répliques les plus connues. Les Anglais battus, la voie est ouverte pour le gain du trophée. En demi-finale, Maradona inscrit 2 buts contre la Belgique. En finale, contre l'Allemagne, il ne marque pas, mais offre le but de la victoire, 3-2, à Georges Burruchaga. Il tient sa revanche sur Menotti et l'affront de s'annoncer en 4 participations à des phases finales de Coupe du Monde, ce sera son seul titre. Maradona jouera au total 21 matchs à ce niveau, marquera 8 buts et chutera en finale en Italie, en 1990, face à l'Allemagne, 1-0. Inoubliable finale au demeurant, moins pour sa qualité footballistique que pour l'attitude du capitaine de la sélection albiceleste. Le Stadio Olimpico de Rome a copieusement sifflé l'hymne argentin, Hijo de puta, fils de pute, le voit-on marmonner à l'adresse du public. À la fin de la rencontre, ces pleurs de gamin privé de son hochet feront le tour du monde. En 1978, l'Argentine est à ses pieds. 4 ans plus tard, il est encore à la World Cup, aux États-Unis, pour sa participation la plus pitoyable. Sa réputation de joueur dépendant aux drogues le précède. Le 25 juin 1994, contre la Grèce, il marque un joli but à la suite d'un dribble chaloupé. Mais il est expulsé des États-Unis aussitôt après, à la suite d'un contrôle antidopage positif à l'éphédrine. Sans lui, l'Argentine est éliminée. La déchéance du fils de Don Diego ne date pas de cet été 1994. Elle remonte aux années napolitaines. En 1991, le joueur est impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants entre la France et le sud de l'Italie.
Des écoutes téléphoniques révèlent qu'il réclamait de la marchandise et des femmes à des truands locaux. Ses relations avec Luigi Giuliano, le parrain d'un clan camorriste réputé violent, s'étalent dans les journaux. Le champion tente une pirouette, crie au complot, je songe de plus en plus à une vendetta contre moi, peut-être pour un match que nous avons gagné alors que nous aurions dû le perdre. L'effet est désastreux. Voilà relancée l'hypothèse de résultats truqués pour le Totonero, système de paris clandestin sur les matchs de football organisés par la mafia. Le charme est rompu, pas seulement à cause des affaires extra-sportives, mais surtout parce que, balle au pied, Diego n'est plus Diego. Le génial lutin s'est empâté, il promène ses kilos superflus à un train de sénateur, alourdi par ses excès de bonne chair, ses virées noctambules, ses rendez-vous de plus en plus fréquents avec la cocaïne. Le dimanche après-midi, du côté de San Paolo, on ne célèbre plus les vêpres païennes avec la même ferveur. Des tribunes, on a pour ce footballeur trentenaire devenu assez ordinaire les regards réservés aux Judas. Pour les tifosi, Maradona commence à trahir en 1989, lorsqu'il a rendu public ses contacts avec l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie. Il y a des choses que Naples ne peut pardonner. Le divorce sera consommé le 21 mars 1991. Après un match contre Bari, il est contrôlé positif à la cocaïne. Suspendu 18 mois, il s'enfuit discrètement en Argentine. Jamais plus il ne revêtira le maillot du Napoli, avec lequel il a marqué 115 buts en 259 matchs. Il est transféré au FC Séville, en octobre 1992, pour une somme rondelette, 37,5 millions de francs, destinée à couvrir les dettes laissées à Naples. Drogue, trafic et mafia en tout genre, excès, provocation, amitié douteuse vont désormais baliser la fin de sa carrière. À quand remonte exactement la première incartade, le premier écart, le premier signe annonciateur d'une déchéance inévitable? Difficile à dire. Les champions, les idoles, sombrent parfois quand les projecteurs et les vivas s'éloignent. Pas dans son cas. C'est à Barcelone que débute ma relation avec la drogue, raconte l'idole dans son autobiographie. Dans l'ensemble, mon séjour à Barcelone a été pénible. Hépatite, fracture, mentalité catalane. Mais aussi parce qu'à Barcelone je suis tombé sous l'emprise de la drogue. Et de la pire des façons, quand on pénètre dans le monde de la drogue, on s'y refuse d'abord, mais on finit par céder. Dès lors, sa vie ne sera plus qu'une lente et inexorable dégringolade. Peu après son retour en Argentine, au printemps 1991, il est arrêté pour consommation de cocaïne et incarcéré. En 1994, il passe de nouveau devant les tribunaux pour avoir tiré à la carabine sur des journalistes, il sera condamné plus tard à 2 ans de prison avec sursis. Ses ultimes dribbles, dans le championnat argentin, sous les couleurs de Newell's Old Boys, 1993-1994, et de Boca Juniors, 1995-1997, ne seront pas plus convaincants. Comme entraîneur particulier, Maradona ne trouve pas mieux que de s'attacher les services du sprinter canadien Ben Johnson, lui-même suspendu à vie pour dopage. Fin 1997, il est de nouveau contrôlé positif à la cocaïne. Personne ne me fera croire que la drogue ou l'argent ont changé mes sentiments, écrira-t-il. Rien. Je reste le même, celui de toujours. C'est moi, Maradona. C'est moi, Diego. Lorsqu'il débarque à La Havane, le 17 janvier 2000, Diego Armando Maradona n'est plus lui-même, pourtant. Bouffi, hirsute, le visage sans expression, le pas mal assuré, il n'a même pas 40 ans, mais c'est un homme usé, fatigué par trop d'excès, qui arrive dans la capitale cubaine.
Un mois plus tôt, il a été victime d'un malaise cardiaque après une surdose de cocaïne. Son cœur est détérioré à 62%, estime alors son médecin. Son état de santé général est défini comme sérieux et grave. Le joueur est mort, l'homme est brisé, en bout de course. Cuba sera son dernier véritable port d'attache. Naples l'a aimé à la fin des années 1980, il a pourtant quitté l'Italie comme un voleur, ou presque. L'Argentine adule toujours le joueur qui lui a offert le mondial 1986, elle lui conserve une immense tendresse, mais finit aussi par s'agacer des outrances, des déclarations tapageuses, des cures de désintoxication, des contrôles antidopage positifs. Fidel Castro lui propose de tenir une conférence devant des sportifs à La Havane. Une partie du peuple cubain se reconnaît-il en cet homme né pauvre et qui, en dépit de ses succès, de son argent, semble toujours un peu perdu et incompris. Cuba accueille en tout cas en héros ce cousin du Che Guevara dont il se fera tatouer l'effigie sur le bras. Diego Maradona se choisit une autre vie, une autre ville, une seconde patrie. Il s'installe à La Havane afin de suivre une cure de désintoxication, mais ne parviendra jamais à se soigner vraiment. Fidel Castro sait lui trouver un ambassadeur de choix. Maradona n'aura en effet de cesse de critiquer l'embargo américain frappant son pays. Je préfère 1000 fois le Cuba de Castro à l'Amérique de Bush. Ce que les États-Unis font à Cuba, c'est une guerre cruelle et sale. Rien ne peut entrer à Cuba, pas même les médicaments. Cela signifie que des enfants, des bébés meurent. Victime d'un malaise cardiaque en 2004, il subit avec succès un pontage gastrique qui lui fait perdre 40 kg. Un an plus tard, on le retrouve aux côtés du président vénézuélien Hugo Chavez à l'occasion du 4e sommet des Amériques, organisé à Mar del Plata, Argentine, vêtu d'un t-shirt sur lequel est écrit « Stop Bush » avec le « S » de Bush en forme de swastika. Ses problèmes de santé à répétition, boulimie, hypertension, alcoolisme, ne l'empêcheront pas de goûter à nouveau aux joies du terrain. En octobre 2008, il est nommé à la tête de l'équipe nationale d'Argentine, qu'il parvient à qualifier difficilement, à la Coupe du Monde 2010. Critiqué par la presse, qui remet régulièrement en doute ses capacités tactiques, il s'en prend vivement aux médias, à grand renfort d'injures à connotation sexuelle, qui lui vaudront amende et suspension. Une élimination douloureuse face à l'Allemagne en quart de finale du mondial sud-africain, 0-4, le conduit vers la sortie. Ses arriérés fiscaux l'obligeant à continuer de travailler, Maradona va alors poursuivre une carrière erratique de technicien qui le verra diriger des clubs de seconde zone à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en Biélorussie et au Mexique. Jusqu'à ce énième retour dans son pays natal, comme coach du plus ancien des clubs argentins, le Gimnasia de La Plata, créé en 1887. À de nombreuses reprises, ces dernières années, des rumeurs l'ont donné à l'article de la mort, voire bel et bien décédé. Diego Maradona le pieux se savait en sursis depuis longtemps. En 1997, des soucis de santé lui avaient valu cet aveu, il est évident que je suis en connexion directe avec le grand barbu. Le grand Maradona est décédé mercredi 25 novembre à Buenos Aires, à l'âge de 60 ans. Pendant des heures, au milieu des chants et des fumigènes, le peuple de Naples est venu rendre hommage à son champion le plus emblématique. En dépit des contraintes sanitaires, la ville, comme toute la Campanie, a été placée en zone rouge, en raison de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, et en théorie les déplacements non essentiels sont strictement interdits. Sans doute beaucoup d'anciens ont-ils renoncé à venir compte tenu du risque de contagion, mais leurs enfants et petits-enfants étaient bel et bien là.
Certes, le Campo Paradiso, sur les hauteurs de Naples, n'est plus que l'ombre de lui-même et on peine à décerner dans ce complexe sportif vermoulu, à la pelouse envahie par les herbes folles, le souvenir du terrain d'entraînement que foulaient les joueurs du Napoli du temps de la gloire de Diego Maradona. C'est là pourtant, vendredi soir, qu'un groupe de jeunes habitants du quartier a apporté un projecteur et quelques lumières pour improviser une séance de cinéma en plein air à la mémoire de l'idole de toute une ville. Adieu Maradona. Adieu Armando. Adieu Diego.